Bonjour Roger Diallo. Bonjour. Vous publiez La France tu l'aimes ou tu la fermes, 10 ans de combat. On va en parler dans quelques instants dans ce livre qui est publié chez Textuel. D'abord, une grande date, c'est le 23 novembre. Vous associez à une grande marche contre les violences sexistes et sexuelles. Et vous allez être nombreuses. Beaucoup de femmes. Beaucoup de femmes vont défiler ce samedi-là. C'était déjà le cas l'an dernier, le 24 novembre 2018. C'est une marche pour dénoncer les violences qui sont exercées contre les femmes. Elle a été initiée par 150 personnalités, figures de la vie civile. Et une pétition qu'il est toujours possible de signer est en ligne. On a presque 20 000 signatures, donc il est possible de soutenir ce mouvement-là. Et l'idée, c'est vraiment d'investir les rues parisiennes pour montrer qu'on ne peut plus accepter ce type de violence. Alors, c'est les féminicides. On en est à combien? On est à 129 féminicides depuis le début de l'année. Et puis les violences quotidiennes, qui sont multiples, qui sont des violences psychologiques, des violences économiques, parce qu'on sait aussi qu'il y a ces différences de salaire et puis les pressions économiques qui peuvent s'exercer sur les femmes, les violences sexuelles évidemment, qui vont de l'agression au viol, les violences verbales, le harcèlement de rue, le harcèlement qui s'exerce sur le lieu du travail. Donc ce sont des formes multiples, mais vraiment le fait de reconnaître la violence, le féminicide comme étant une violence de genre qui doit être sanctionnée en tant que telle, c'est très très important, parce qu'on a quand même des femmes qui meurent tous les 2 jours en France sous les coups de leurs compagnons dans la plupart du temps. La secrétaire d'État chargée de l'égalité femmes-hommes, Marlène Schiappa, propose un Grenelle contre les violences faites aux femmes. Ça va dans le bon sens, mais c'est pas suffisant pour vous? Ce qui va dans le bon sens, c'est le fait qu'on a effectivement une secrétaire d'État qui est très visible sur le plan médiatique. Malheureusement, la visibilité ne fait pas la politique. Il se trouve qu'elle est secrétaire d'État, comme vous l'avez dit. On a eu par le passé des femmes qui étaient ministres de plein exercice des droits des femmes et qui disposaient d'une administration plus conséquente et d'un budget qui allait avec. Par ailleurs, le budget 2019 alloué à ces questions-là est de 361 millions d'euros, ce qui est exactement le même montant qu'en 2018. Donc il n'y a pas de raison qu'avec un budget équivalent, on ait des résultats meilleurs. Donc ça veut dire que le Grenelle ne suffit pas, on ne peut pas se contenter d'avoir des actions qui consistent à discuter. Il faut vraiment engager. Ça veut dire que si on arrête ça va continuer, les féminicides, vous pensez que ça... Oui. Il y a d'autres raisons aussi. On sait qu'aujourd'hui, 30% des femmes qui ont été victimes de féminicide avaient déposé une main courante ou porté plainte. C'est-à-dire qu'elles sont mortes après s'être rendues à la police pour signaler le danger imminent auquel elles faisaient face. Et malgré cela, elles sont mortes. Donc ça veut dire qu'il y a une prise en charge qui n'est pas correcte et il y a une absence de considération de leurs paroles et une appréciation qui est très très mauvaise. Il y a des propositions qui vont dans le sens d'une meilleure prise en compte des témoignages et des plaintes. C'est une urgence parce que ça veut dire qu'on a des femmes qui viennent parler et que leur parole n'est pas crédible. Quand elles sont en danger, elles ont une intuition, une connaissance de leur environnement qui est très très bonne, mais elles font face à des fonctionnaires qui ne sont pas capables d'évaluer le danger qui est imminent. Et 30% qui sont mortes, c'est quand même, ça veut dire que sur l'année, ça fait plusieurs dizaines de femmes dont les vies auraient pu être épargnées si leur parole avait été prise en compte de manière sérieuse. Donc il faut effectivement former les personnels qui accueillent leurs paroles, mais vraiment une sensibilisation générale de la société afin qu'on puisse empêcher les violences lorsqu'elles sont dénoncées par les femmes et lorsqu'elles sont exprimées de manière très très claire, comme c'est le cas là. Oui, on va parler dans quelques instants du livre parce que ça rejoint toutes ces thématiques. Un mot sur Adèle Haenel, cette comédienne qui a fait un témoignage hier Mediapart absolument bouleversant. Où elle raconte comment elle a été, victime d'un réalisateur, d'attouchement, de harcèlement sexuel. Et c'est un témoignage qui doit porter pour toutes les femmes. Absolument. Elle rappelle qu'elle a été victime de ces agressions sexuelles lorsqu'elle avait entre 12 et 13 ans. Donc c'était une préadolescente, une adolescente. Et ce que je trouve... déjà, c'est très très courageux de sa part de s'exprimer. Elle explique bien qu'elle se le permet parce qu'elle est dans une position privilégiée dans le cinéma français qui lui permet de porter cette parole. Par ailleurs, ce qu'elle dit de très intéressant, c'est que cette violence, d'une certaine manière, elle n'est pas portée par des personnes monstrueuses. Ce ne sont pas des monstres, ce sont des personnes qui sont dans notre environnement immédiat. Et elle dit, ce sont nos pères, nos frères, nos cousins, etc. Parce qu'on a souvent tendance à cantonner les violences sexistes à une forme de monstruosité exceptionnelle, alors qu'en réalité, ce sont des violences qui s'expriment et qui opèrent avec une confondante banalité. C'est-à-dire qu'elle dit, par exemple, elle dit, je ne porte pas plainte, alors que les faits ne sont pas prescrits, parce que ce qu'elle voudrait, c'est autre chose, c'est-à-dire une prise en compte globale dans la société, une remise en question des rapports entre les hommes et les femmes. La fait de porter plainte, évidemment, lui appartient, mais ce qu'elle dit, c'est qu'effectivement, au-delà de son cas, ce qui lui est arrivé est symptomatique d'autres cas qui sont beaucoup plus généralisés. Le cinéma, c'est une vitrine, d'une certaine manière, qui a permis aux États-Unis notamment, mais aussi un petit peu en France, de donner une certaine forme de visibilité à ces violences sexistes, mais on remarque quand même que des personnes qui sont des auteurs de violences sexuelles avérées n'ont jamais vraiment subi les conséquences de leurs actes, alors qu'ils
avaient tout fait pour échapper à la justice. Donc il y a quand même, aujourd'hui, on a la chance d'avoir des figures comme elle et toutes les signataires de Nous Toutes, avec de nombreuses actrices, mais beaucoup d'autres figures médiatiques, de montrer que, d'une certaine manière, ces violences-là s'expriment dans ces sphères-là, mais elles s'expriment aussi dans le quotidien de femmes qui n'ont pas les moyens de dénoncer. Je pense notamment à des femmes de ménage qui ont été en grève et qui ont raconté aussi les violences sexuelles qu'elles avaient pu subir, qui travaillent dans le domaine des transports notamment, lors de leur travail. Ce sont des femmes qui n'ont pas la possibilité d'avoir d'une part accès aux médias et puis parfois pas les moyens tout simplement de craindre de perdre leur emploi, de s'exprimer par rapport à ça. Donc c'est important de le rappeler aussi. Oui, il y a l'affaire Luc Besson, il y a des propos qui sont mis en cause également dans cette émission sur Mediapart où on entendait donc une intervenante qui mettait en cause Jean Dujardin qui disait MeToo, il y en a un peu marre. Et ça c'est quoi? C'est ce sentiment-là? C'est le sentiment de la perte du privilège des hommes, c'est-à-dire que beaucoup d'hommes pouvaient ne pas ignorer en fait ces questions relatives au sexisme et aux violences sexistes. Et je pense que quand on est un homme et qu'on n'a pas forcément tenu compte de cela, eh bien on peut être face à une forme d'inconfort par rapport à des dénonciations qui sont très choquantes. Donc moi, quand j'entends un homme qui n'est pas visé par ces violences dire qu'il en a marre alors qu'il y a des femmes qui meurent, je trouve que c'est déplacé. C'est déplacé parce que c'est une absence de conscience de la gravité des faits et on en aura marre quand on en aura fini. Là, aujourd'hui, on n'a pas le luxe d'en avoir marre, du mouvement MeToo. Ce n'est que le début, MeToo, ce n'est que le début du mouvement. Ce n'est que le début. On voit quand même, malgré tout, ce que j'ai observé à la marche l'année dernière, c'est qu'il y avait de nombreuses femmes de jeune génération qui, elles, effectivement, n'avaient plus envie de composer avec la bienséance et qui avaient envie simplement de dénoncer de manière explicite les violences sexuelles et sexistes. Oui, vous dites dans ce livre, le combat contre le sexisme va de pair avec le combat antiraciste. Oui. Les deux sont liés, hein. Tous les combats contre les oppressions, je pense, sont liés. Je parle aussi des combats pour les droits des personnes qui sont LGBTQIA, enfin voilà, plein d'autres droits. Ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas être féministe sans tenir compte des femmes les plus opprimées. Donc des femmes pauvres, des femmes non blanches, des femmes qui sont handicapées, parce que, d'ailleurs, on sait que dans les violences sexuelles, les femmes handicapées sont beaucoup plus exposées aux violences sexuelles que les autres femmes. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'intersectionnalité, c'est le fait de tenir compte d'oppressions simultanées en disant qu'on ne peut pas uniquement lutter contre le sexisme, il faut aussi tenir compte du racisme, du validisme, donc des préjugés à l'égard des handicapés et de toutes les autres formes d'exclusion qui existent. Et je pense que c'est important. C'est vrai que moi j'ai toujours voulu mener de pair la lutte contre le racisme et la lutte contre le sexisme pour tenir compte de toutes les femmes, y compris des femmes les plus fragilisées. Oui, et d'ailleurs dans ce livre qui s'appelle La France, tu l'aimes ou tu la fermes, point d'interrogation. C'est 10 ans de combat voilà, pour vous et vous n'avez décidé pas de la fermer en tous les cas, Rokhaya, et d'ailleurs ça crée un débat toujours très fort. Vous dites au fond dans ce livre la réalité du monde aujourd'hui, notamment la question du voile, un certain nombre de questions. Vous dites notamment les femmes noires sont victimes davantage encore que les autres. On le sait à plein de niveaux, ne serait-ce que sur la question du cyberharcèlement, donc le fait de se faire harceler sur les réseaux sociaux. Les femmes sont plus harcelées que les hommes et les femmes noires plus encore exposées aux injures et au harcèlement en ligne. Oui. Et dans la vie, vous parliez parce qu'on leur dit ça, on leur dit que la France tu l'aimes, alors comment on vous le dit à vous alors que vous êtes né ici. C'est ça, je suis née à Paris, j'ai grandi à Paris et j'ai l'impression que quand je m'exprime au sujet de la France, j'ai l'impression d'être une étrangère qui vient critiquer la France. Et c'est vrai que ce qu'on me renvoie, c'est un peu, vous devriez être content d'être là, ne vous permettez pas, ne vous autorisez pas à quitter. Vous devez vous justifier en quoi, voilà. Ça que vous dites. En tout cas, je dois justifier de mon amour de la France que ne doivent pas faire d'autres personnes qui peuvent être très critiques également. Je pense notamment à des personnes qui sont situées à l'extrême gauche de l'échiquier politique. Et puis, vous avez évoqué à juste titre la question du voile. Je trouve que du voile, du port du foulard par des femmes musulmanes, je trouve qu'il y a beaucoup de condescendance. Déjà, il y a un débat qui dure depuis longtemps, mais qui s'est vraiment intensifié ces dernières semaines, où finalement très très peu de femmes concernées ont pris la parole. On a vu beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes qui ne portaient pas le voile expliquer qu'elles considéraient que le voile n'avait pas sa place dans la société française. Mais depuis quand, en fait, c'est à des gens qui sont des hommes de dire comment les femmes doivent s'habiller pour être acceptables. Je trouve qu'il y a une forme de condescendance à l'égard de ces femmes auxquelles on ne donne pas la parole et pourtant pour lesquelles on s'exprime et on explique quelle devrait être leur apparence pour être acceptable. Or, on vit dans un pays. C'est une absence de liberté qu'on ne donne plus aux femmes en question au prétexte justement de vouloir leur libération. Mais c'est ça, c'est-à-dire qu'a priori... une espèce d'hypocrisie. C'est ça, moi souvent je dis que je suis pro-choix, mais quand on dit on est
je suis pro-choix, je suis favorable à ce que chaque femme se vêtisse comme elle veut en fonction de ses convictions ou non. Donc moi je considère, et ce n'est pas que moi, hein, quand même, on vit dans un pays de droit, le droit, la loi accepte, permet à chacun et à chacune d'exprimer ses religions, ses convictions, qu'elles soient religieuses ou non, dans l'espace public. Donc on a le droit de se promener avec un foulard. Vous mettez en cause ceux qui veulent décider à leur place Absolument. de ce qui est bien pour elles. Vous dites c'est la même chose pour, par exemple, les prostituées. Vous dites femmes voilées, il y a des gens qui sont privilégiés et qui disent ce qu'il faut faire. Comment être une femme respectable d'une certaine manière? C'est une tribune que j'avais signée avec Morgane Merteuil qui expliquait que d'une certaine manière, en fait, on avait des femmes qui n'étaient pas concernées par une question, qui voulaient décider pour d'autres comment elles devaient s'émanciper. Et moi, j'ai le souvenir, par exemple, que Laurence Rossignol, à l'époque où elle était aussi ministre ou secrétaire d'État, je ne sais plus, des droits des femmes, qui disait que la libération en France était toujours passée par la mini-jupe. Je trouve que c'est consternant. La libération des femmes, ce n'est pas un vêtement. Il n'y a pas un mode d'emploi pour être libérée. Ce qui compte, c'est que chaque femme décide en son âme et conscience de la manière dont elle se présente. Quelle est la possibilité de le faire? Quelle est la possibilité Absolument, de se de balader choisir en mini-jupe partout ou où elle a envie de le faire? En Ce n'est pas mini-jupe, forcément le cas. C'est pas le cas, mais je vous rappelle quand même qu'à l'Assemblée nationale, on a vu des femmes se faire siffler pour avoir porté des robes à fleurs. Donc tous les espaces sont potentiellement sexistes et pas uniquement ceux qu'on imagine dans des banlieues reculées. Je pense que beaucoup de femmes journalistes ont expérimenté aussi des remarques un petit peu sexistes, voire très sexistes, de la part de personnalités politiques, pourtant très très instruites. Donc c'est quelque chose qui est très transversal. On ne peut pas considérer qu'il y a une partie de la population qui est sexiste et l'autre qui est exempte de quelque chose qui est de l'ordre de l'idéologie nationale. Oui. Et cette obsession, vous dites, pour les femmes musulmanes en France, vous agace complètement. Ça, c'est quelque chose... Je trouve que c'est du sexisme parce qu'en fait, finalement, ce dont je me rends compte, c'est que à conviction égale, on va beaucoup plus harceler une femme qu'un homme. C'est-à-dire que les hommes musulmans, d'une certaine manière, ils peuvent être victimes d'islamophobie, hein, ça je ne le nie pas, mais on ne commande pas quotidiennement leur apparence physique et on ne conditionne pas leur acceptation dans l'espace public à des convictions. Et ça, c'est extrêmement dérangeant. Et puis encore une fois, le fait de parler encore et encore à des femmes auxquelles on ne donne pas la parole et qui ont autre chose à dire que de parler du voile. Je veux dire, il y a plein de femmes qui portent le foulard, qui sont architectes, qui sont boulangères, qui sont maîtresses d'école, qui sont mamans, qui sont retraitées. Vous par exemple, vous dites, moi j'ai fait le choix de ne pas porter le voile. Vous venez du Sénégal, vous n'êtes pas... Voilà, vous ma famille vient du Sénégal, je suis musulmane. Dans ma famille, il y a tous les niveaux de couverture corporelle. Et on est de la même famille et on accepte que chacune fasse son choix. Et c'est vrai que pour moi, c'est important de me dire que je me bats pour que chaque femme puisse avoir le droit de ne pas me ressembler. Moi, je ne veux pas vivre dans un monde où tout le monde fait des choix identiques aux miens. Moi, j'ai choisi de ne pas porter le voile. Ça ne veut pas dire que ma cousine n'a pas fait le même choix, ça ne nous empêche pas de bien nous entendre. Et je trouve que c'est ça qui est important dans une société comme la France, une société qui est diverse, où on a la chance de côtoyer des gens qui ont des origines, des passés très très divers. On devrait en profiter pour dire c'est vraiment l'occasion d'apprendre des uns et des unes vis-à-vis des autres. Merci Rokhaya Diallo. Ça s'appelle La France, tu l'aimes ou tu la fermes. C'est publié chez Textuel, vos 10 années de combat avec toutes ces chroniques que vous avez publiées ici ou là pendant ces 10 années. Et en tous les cas, ça provoque le débat continue. Merci beaucoup Rokhaya Diallo. Merci à vous.